Bienvenue donc à ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter un certain nombre d'éléments liés à l'appel à projet générique dans le domaine environnement, qui inclut un petit peu de géosciences aussi pour les personnes intéressées. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est de m'excuser pour ma voix qui est en ce moment un petit peu problématique. Donc si vous ne m'entendez pas, surtout mettez un commentaire dans le fil de discussion et c'est mon collègue qui prendra le relais. Donc la première chose que je vous propose, c'est de vous faire un petit tour de table de qui est présent cet après-midi du côté Agence nationale de la recherche, puisque ce sont potentiellement des personnes, ressources et contacts dans le cadre de soit des projets que vous allez déposer, soit de projets que vous avez peut-être déjà déposés et qui sont en cours à l'ANR. Donc tout d'abord, bonjour, Anne-Hélène Prieur-Richard, je suis la responsable du département environnement, écosystème et ressources biologiques. Et je passe la parole à mon collègue. Bonjour, je suis Constantin Grigoriev, je suis adjoint en charge de suivi des opérations nationales et notamment à appel au projet générique. Toute l'équipe est présente aujourd'hui et je propose qu'on commence par les personnes qui sont à distance. C'est Mélanie Patou. Bonjour, Mélanie Patou, donc chargée de projet scientifique. Et au sein du département, je suis en charge de l'axe méthodologie, instrumentation, capteurs et solutions pour la transition écologique, donc l'axe H5. Et je peux aussi répondre à vos questions sur l'axe H16, qui est interface mathématiques, sciences du numérique et sciences du système Terre. Mélanie également, la référente du département pour les projets de partenariat public-privé. Et donc, si vous avez des questions par rapport à nos fameux projets PRCE, projets de recherche collaboratif avec l'entreprise ou avec les instruments spécifiques de l'ANR et également au profit de ces partenariats, n'hésitez pas à envoyer le message à Mélanie ou à d'autres mails génériques que vous pouvez trouver sur le site de l'ANR. Avec nous en ligne également Marie-Joséphine Amiot-Carlan. Bonjour à tous. Moi, je suis responsable scientifique de l'axe A04 sur alimentation et système alimentaire. Et au sein du département Herbe, je m'occupe aussi de tout ce qui concerne les études d'impact. Une autre responsable scientifique qui est à l'ANR depuis les fameux programmes blancs et jeunes chercheurs, c'est Isabelle Hippolyte. Oui, bonjour. Bon, moi, je suis responsable scientifique de 2 comités nationaux. Le premier, c'est avec Jana Toulmia qui va se présenter, c'est celui de biologie des organismes. Et le second, c'est écosystème productif et naturel, l'axe H06. Et je suis sur cet axe avec Nouria Ruiz qui va se présenter aussi. Et puis, je suis sur des programmes internationaux aussi sur les deux partenariats. Le premier en cours, c'est Animal Health and Welfare. Le premier appel a été financé cette année. Et le nouveau partenariat sur les forêts qui sera ouvert sans doute en janvier 2026 et pour lequel l'ANR sera aussi financeur de projets de recherche. On va suivre dans l'ordre écrit sur la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Jana Toulmia, je suis chargée de projet scientifique au sein du département Herbe et je suis en charge du comité d'évaluation de l'axe thématique A03, biologie des animaux, des organismes photosynthétiques et des micro-organismes. Bonjour, je suis Nouria Ruiz et je m'occupe de l'axe H06 qui traite la dynamique des socio-écosystèmes naturels et productifs. Et je suis aussi en charge,
Je suis le programme PRIMA, le point de contact ANR pour le programme PRIMA, qui est un programme de recherche et d'innovation autour de la Méditerranée. Bonjour, donc je m'appelle Dimitri No, je suis aussi chargé de projet scientifique au sein de l'axe A02, donc qui est l'axe Terre vivante, qui traite principalement de la biodiversité et des dynamiques des écosystèmes peu ou pas anthropisés, qu'ils soient passés ou actuels. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Daniela Linares et je suis la chargée de projet scientifique pour l'axe thématique A01 et c'est Terre solide et enveloppe fluide. Bonjour à toutes et tous, je suis Manon Ternois, CPS sur l'axe contaminant, écosystème et santé qui est l'axe H.02. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Fleury, je suis chargé de projet scientifique pour l'axe G01, planétologie, structure et histoire de la Terre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anaëlle Rabès, chargée de projet scientifique sur l'axe A.04, alimentation et système alimentaire. Bonjour à tous, je suis Delphine Truong, je suis chargée de projet scientifique pour l'axe H07 qui est bioéconomie, transition sociétale et technologies associées. Merci beaucoup à toutes et à tous. Peut-être juste une petite remarque. Donc les axes qui commencent par un A sont les axes du domaine cœur environnement. Les axes qui commencent par un G, c'est du domaine de planétologie et astrophysique. Et enfin, tous ceux qui commencent par un H, et il y en a un certain nombre dans notre domaine de l'environnement, ce sont ceux qui traitent des domaines transverses au sein du plan d'action. Et alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux invités. Alors, Elsa Cortillo avait un petit problème d'agenda, donc elle va nous rejoindre dans les minutes qui arrivent. Elsa Cortillo est directrice de l'agence de programme Climat, Biodiversité et Société durable. Et à ce titre, elle participe à la programmation de l'ANR et elle vous apportera son témoignage par rapport à ce rôle. Et ensuite, Danielle Magda, qui est donc directrice de recherche en écologie à l'INRA de Toulouse, que je vais laisser se présenter puisqu'elle est déjà avec nous, et qui a eu un rôle de présidente référente sur l'axe H6, sur les socio-écosystèmes durant les 3 dernières années. Donc, je la remercie à la fois pour sa présence parmi nous aujourd'hui et pour pouvoir faire un échange avec vous tous et toutes, et pour le travail qu'elle a accompli durant les 3 années. Danielle, ton micro est fermé. On ne t'entend pas. Oui. C'est bon. Désolée, vous m'entendez? Donc merci. Donc moi je suis donc Danielle Magda, je suis directrice de recherche à l'INRA, je suis à Toulouse, je suis écologue de formation et donc j'ai eu le grand plaisir en fait de co-présider le comité 32 qui relève de l'axe H06 sur dynamique des socio-écosystèmes naturel et productif. Donc, avec cette expérience de 3-4 ans, voilà, j'essaierai de répondre à vos questions concernant le processus d'évaluation et peut-être aussi sur des éléments de cadrage sur cet axe. Voilà. Merci. Alors, on a un petit souci. Elsa, est-ce que tu arrives à parler ? Bon, je propose de continuer la présentation et de revenir de toute façon après sur... tu pourras le présenter, Elsa. Donc, la première chose que je voulais vous donner comme information, et vous l'avez peut-être déjà vu, c'est le fait que pour chacun des axes, il existe sur notre site une présentation qui a été faite. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est plus de vous présenter des grandes tendances et de vous donner la parole pour cet échange avec nos deux invités et l'ensemble des personnes autour de la table. Mais si vous avez des questions spécifiques sur les axes, n'hésitez pas à les poser. Donc, vous avez les adresses ici.
Il faut savoir que et le webinaire et la présentation seront mis à votre disposition sur le site de l'agence. Donc, on vous a mis ici les liens vers les quatre grandes pages, si vous voulez, qui sont importantes dans la préparation de vos projets à déposer à l'APG 2026. L'appel à projet générique, donc vous avez peut-être déjà vu ça, mais il se met en place via 5 instruments de financement. Le PRC, projet de recherche collaboratif, donc entre plusieurs partenaires. Le PRCE, projet de recherche collaboratif avec entreprises, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des partenaires privés et publics. Projet de recherche collaborative international, alors qui, contrairement à 2-3 autres programmes qui ont été cités dans le tour de table, correspond à des collaborations bilatérales entre 2 pays, donc la France, l'ANR, et un autre pays, par exemple l'Allemagne ou l'Autriche. Ensuite, on a 2 instruments qui sont des instruments, cette fois-ci, pour des individus ou des équipes. Tout d'abord, JCJC, jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, et ensuite le PRME, qui est le projet de recherche mono-équipe. Donc, au sein de la APG, on a 57 axes scientifiques, dont 9 sont gérés, on va dire, par notre département. Mais vous allez voir par la suite qu'il y a un plus grand nombre d'axes qui intéressent notre communauté environnement et géosciences. Alors ça, on vous l'a spécifié parce que c'est quelque chose d'un peu spécifique et qu'en plus, il y a une nouveauté pour cette année. La sélection de la majorité des instruments de financement se fait en 2 temps, avec une phase de dépôt en octobre et une deuxième phase plus tard en 2026, excepté pour les instruments PRCI et maintenant cette année PRCE, où si vous voulez appliquer sur ces 2 instruments, vous déposez uniquement une lettre d'intention en première étape pour vous enregistrer en fait, qui n'est pas évalué. Et le projet global, complet, en deuxième étape, en même temps que les deuxièmes étapes des autres instruments de financement. En complément de l'appel à projet générique, on voulait vous rappeler, parce que c'est des choses qui peuvent également vous intéresser, que nous avons d'autres appels. Les premiers sont tournés vers l'Europe et l'international, avec notamment les partenariats Horizon Europe, et j'en reparlerai un peu plus tard, le Belmont Forum, mais également des instruments de financement pour aider à monter à l'Europe. Donc, soit pour financer des réseaux préparatoires au dépôt d'un projet, soit Tremplin ERC qui permet de candidater sur certains instruments de l'ERC. Ensuite, on a déjà parlé des PRCE, mais il y a d'autres instruments de partenariat public-privé, que je ne vais pas relire tout, mais qui peuvent également, qui ont des spécificités particulières et qui pourraient vous intéresser. Et enfin, il n'y en a pas à l'heure actuelle, mais on peut avoir des appels qui répondent à des projets, plutôt à des demandes très particulières qui sont les challenges ou les flashs. Donc, si on zoome maintenant sur notre domaine à nous, donc on a les grands domaines, comme je vous ai montré, sciences de l'environnement et sciences de l'univers, sciences de la Terre. Et vous avez ici donc les 5 axes qui sont ces axes cœur de domaine, dont vous avez eu les présentations très rapidement tout à l'heure. Et ensuite, on a rattaché en fait à ces sciences de l'environnement, mais également à d'autres domaines scientifiques comme numérique, mathématiques ou sciences physiques, chimie et de l'énergie, ou sciences humaines et sociales, ce que l'on appelle des domaines transverses. Donc, apparaissent ici ceux dans lesquels vous pouvez être intéressé. Et les premiers axes qui apparaissent, ce sont les axes qui sont gérés par notre département. Donc, on a les axes liés à transition écologique et environnementale, on en a 2, plus un 3e qui est géré par un autre département. Transformation numérique, un axe qui nous concerne directement, qui sont les interfaces mathématiques et sciences du numérique avec les sciences du système Terre et de l'environnement.
transition énergétique, l'axe H9, le domaine transverse, une seule santé, où il y a deux axes rattachés qui peuvent nous concerner. Transformation des systèmes socio-techniques, également l'axe sur les villes. Et enfin, un axe, je dirais, méga transverse, dans le sens où il peut être lié à beaucoup d'autres, qui est l'axe sciences de la durabilité, qui a été créé il y a quelques années. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler que l'appel à projet générique, donc la première phase se clôturera le 14 octobre à 17h et heure métropole, et que vous pouvez retrouver, donc là vous avez l'adresse sur les descriptions des axes. Une autre information qui peut vous être utile, parce que vous avez peut-être vu que nous avons ce que l'on appelle des priorités nationales au sein de notre plan d'action, alors qui veut dire qu'il y a des abondements financiers supplémentaires qui permettent de financer un plus grand nombre de projets sur ces priorités nationales. Et il y en a deux qui peuvent nous concerner. La première, c'est sciences humaines et sociales aux interfaces, notamment pour un certain nombre de domaines transverses. Et la deuxième, qui est sur l'exploitation scientifique des données générées par les infrastructures de la feuille de route du ministère de la Recherche. Donc, attention, ces priorités, donc c'est quelque chose que vous pouvez indiquer dans votre projet. Et après, on regarde si, par exemple, si je prends un SHS, si les projets qui sont proposés sur cette priorité ont une intégration force, sciences humaines et sociales, avec un autre domaine de recherche, ou pour l'exploitation scientifique des données, il faut que ce soit vraiment sur l'exploitation, pas automatiquement sur la génération de nouvelles données. Je vous ai mentionné que en complément d'appel à projet générique, on peut avoir des appels spécifiques, et on voulait juste vous faire vous les mentionner aujourd'hui pour que dans votre choix de dépôt de projet, vous ayez conscience aussi de ces autres appels qui arrivent. Donc on devrait en avoir un sur spécifiquement les questions de santé-environnement liées à la chlordécone, insecticide très utilisé dans les Antilles il y a de cela quelques décennies et qui pose un grand nombre de problèmes aussi bien sur la santé humaine que sur la santé, enfin sur l'environnement. Et donc on a un deuxième appel qui va être lancé en 2026 avec des contributions des régions Guadeloupe et Martinique. Ensuite, cette fois-ci, les appels Europe et internationaux, avec notamment tout ce qui sont des appels multilatéraux, c'est-à-dire que vont être financeurs non seulement l'ANR, mais également d'autres pays. Et ces pays vont dépendre d'un appel à un autre. Mais pour tout ce qui est européen, ça regroupe souvent un très grand nombre de pays, entre 20 et 40 pays par appel. Donc, je ne vais pas tous vous les citer parce que vous pourrez avoir accès aux diapositives, mais il y en a dans le domaine de la biodiversité, des eaux douces, de l'économie bleue, de la transition agroécologique, de la transition alimentaire. On a cité tout à l'heure Prima, qui a un partenariat sur la Méditerranée, sur l'eau et l'agriculture. Et enfin, un appel, cette fois-ci international, qui implique à la fois des pays européens et hors Europe, Belmont Forum. Donc l'appel qui est mentionné ici est déjà lancé, mais je voulais rappeler puisque la date de clôture aura lieu en 2026 et il est spécifiquement sur les océans. Alors pour ces appels spécifiques et internationaux, contrairement à l'appel à projet générique, il n'y a pas de temps dédié pour vous les présenter puisqu'ils arrivent au cours du temps. Et du coup, il est important, si vous voulez pouvoir les suivre, d'avoir des alertes soit sur la newsletter de l'ANR, soit sur le portail national des appels à projets de recherche qui regroupe non seulement les appels de l'ANR, mais également de l'ADEME, de l'ANSES et de d'autres agences de financement françaises, ce qui vous permet d'avoir l'éventail complet, l'éventail complet, non pas complet, mais un grand éventail des appels à projets de recherche lancés en France.
Donc la prochaine partie, c'est pour vous donner un peu des idées sur les chiffres du financement à l'agence et du financement sur l'appel à projet générique et de comment ça se place pour notre domaine environnement et géosciences. Donc ça, c'est pour vous montrer l'évolution du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche. Donc c'est le budget global avec les cofinancements, avec les aspects de préciput qui sont reversés à vos laboratoires, à vos sites et à vos organismes de tutelle. Donc vous voyez qu'on est à pratiquement 1,4 million, pardon. Et oh, ça reste plus. Merci. Et ça vous donne une idée uniquement pour l'appel à projet générique pour l'année dernière 2024 du nombre de projets financés, du taux de succès et de son évolution depuis 2020. Donc jusqu'à présent, on a été pour les dernières années dans une série d'années très positives où on a pu augmenter à notre grande joie en fait les taux de succès de l'agence. Et c'est pour l'ensemble des domaines scientifiques de l'agence. Pour le domaine environnement et géosciences, on a financé l'année dernière 221 projets et vous avez le détail en fonction des instruments pour un budget de plus de 112 millions d'euros, 113 pratiquement millions d'euros, et ce qui a permis de financer 630 partenaires au sein de ces projets. Et vous avez la comparaison avec 2023, donc pour un taux de sélection en fait global de l'agence assez similaire, on voit qu'il y a eu un effet positif pour nos domaines. Bien entendu, vous imaginez bien que notre budget est dépendant du budget du gouvernement, donc on ne pourra pas trop vous donner d'informations sur comment ça va se passer l'année prochaine. Donc là, c'est le nombre de dépôts par instrument au sein du domaine de 2020 à 2024. La baisse entre 2021 et 2022 est due essentiellement à l'augmentation du taux de sélection. La baisse. Non, 2020 à 2021. En fait, la baisse, notamment pour les projets Jean Chercheur, est liée au changement de définition de cet instrument et la création des nouveaux instruments PRME qui a attiré certaines équipes, mono-équipes, ou les projets avec peu de partenaires collaborateurs, et également, disons, les gens chercheurs seniors qui n'est plus éligible pour cet instrument, mais qui peut déposer les projets de recherche mono-équipe, d'où cette apparition en fait des certains nombres de projets quand même dans ces nouveaux instruments et la baisse des projets et gens chercheurs et un peu PRC. Par contre, et effectivement, le baisse temporaire, disons, des projets en 2023-2024 liés à la taux de sélection qui est augmenté et diminution des projets resoumis d'une édition à une autre. Voilà, je pense que c'est ça en gros, mais il faut dire quand même, on ne peut pas présenter encore les résultats 2025, mais en 2025, on a eu une forte augmentation, 9% des projets des plus cette année, avec les budgets presque stables. Et donc, c'est pour ça qu'on fait tout pour voir s'il y aura les financements supplémentaires cette année. Mais déjà, les premiers résultats, ils sont vachement encourageants parce qu'on essaye de garder les taux de sélection assez hauts et suffisants pour satisfaire les porteurs du projet et les membres du comité. Donc, on vous a présenté les nombres de projets déposés et là, vous avez à nouveau par instrument de financement les projets financés en fait.
Donc, vous voyez que ce que expliquait Constantin, c'est-à-dire qu'avec l'augmentation du taux de sélection, eh ben, en financé, on voit moins le creux que sur le dépôt. Ça, c'est juste une indication pour vous dire que le budget moyen par projet financé, à part là l'anomalie, je dirais, de 2025 sur les PRCE, les projets recherche collaborative avec entreprises, ils ont tendance à augmenter au cours des années. Donc, effectivement, il y a aussi un ratio qui se fait là sur les taux de sélection entre les briques, qui est tout à fait normal. Hein. Je dis, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est tout à fait normal. Les coûts de la vie augmentent, les salaires augmentent, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des augmentations de projets moyens. Et donc là, vous avez le taux de sélection de l'appel à projet générique pour nos domaines environnement et géosciences. Et donc, vous voyez que l'année dernière, on est arrivé à 23,6%. Alors, je pense qu'on peut peut-être faire une pause maintenant si vous avez une ou deux questions de clarification. Je ne sais pas s'il y en a dans le fil de discussion. Je me tourne vers mes collègues. Sinon, il y a des questions, mais je pense qu'on peut revenir. On va revenir dessus. Alors, dans ce cas-là, je vais vous présenter juste l'introduction pour, en lien avec le témoignage de Gelsa Courtillo, que je vais laisser se présenter dans quelques minutes, qui est par rapport à l'élaboration, puisque cette année, c'est un peu différent des 3 dernières années, puisqu'on a publié, on a eu un travail de réflexion sur les 4 dernières années pour élaborer le plan d'action triennal de l'agence 2026-2028, qui inclut le plan d'action de cette année. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus de nouveautés cette année, à la fois sur les instruments et sur les axes. Et donc, comment est préparé ce plan d'action? Il est préparé avec l'aide très active du comité de pilotage de la programmation, ou CPP, qui est un comité de pilotage de la programmation par grand domaine de recherche. Donc, pour chacun des domaines, que ce soit les domaines cœur, que ce soit les domaines transverses, on a des comités de pilotage de la programmation qui permettent, de manière concertée entre acteurs institutionnels de la recherche en France, le pilotage de l'ensemble des appels à projets de l'agence. C'est-à-dire que ce comité a fait un plus gros travail cette année, mais il se réunit de façon très régulière chaque année pour pouvoir justement travailler également sur les appels spécifiques, sur les appels internationaux et bien entendu sur l'ensemble de l'appel à projet générique, incluant les axes thématiques et les instruments de financement. Le CPP va également veiller à la cohérence globale du domaine dont ils assurent le pilotage. Et l'objectif, c'est de faire des recommandations à la fois à l'ANR et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui après vont acter en fait les décisions. Et donc, dans les membres de ces comités de pilotage de la programmation, vous avez les ministères concernés, donc bien sûr le MESR, mais également par exemple dans nos domaines, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et des forêts, le ministère de l'écologie et de la transition écologique, mais également les organismes de recherche, la CPU, enfin France Université, pardon, et les agences de programme dont ELSA fait partie, ainsi que les partenaires comme l'ADEME ou les pôles de compétitivité. Donc, juste pour vous donner une idée de comment ça s'est passé, cette préparation, donc il y a eu des analyses en fait de nos financements et de nos instruments. En plus de ça, on a également travaillé sur la thématique de l'attractivité de la recherche, l'accès au financement européen et la recherche partenariale publique-privée. Donc ensuite, il y a une synthèse du travail fait par CPP, puis sur l'ensemble des CPP, qui permet d'élaborer une proposition de plan d'action qui ensuite est soumise à des échanges, des amendements et une validation par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en particulier la DGRI.
Et enfin, on a un avis du comité de pilotage scientifique de l'ANR avant un vote par notre conseil d'administration qui a eu lieu le 3 juillet 2025, ce qui explique la publication suite du plan d'action en juillet, comme vous avez dû le voir. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Elsa Courtillot, comme j'ai mentionné, qui est membre de ce comité et qui va pouvoir apporter son témoignage et répondre à vos questions sur comment s'est passée cette programmation et tout le travail qui a été effectué. Elsa, si tu veux. Oui. Merci beaucoup Hélène. Bonjour à toutes et à tous et à nouveau toutes mes excuses pour ces soucis de connexion. J'ai suivi par intermittence au fur et à mesure de mes tentatives. Donc, en effet, les deux agences de programme qui sont thématiquement concernées par le département et environnement, écosystème et ressources biologiques sont l'agence Agriculture et alimentation durable, forêt et ressources naturelles associées, dont le petit nom est AgriLife, qui est porté par INRAE, et l'agence Climat, Biodiversité et Société durable, qu'on appelle CBSD, et qui est portée par le CNRS. Pour mémoire, les agences de programme ont été créées il n'y a pas très très longtemps, en janvier 2024, et elles ont vocation à structurer l'ensemble des partenaires concernés par les thématiques qui sont dans les noms des deux agences. Et dans notre cas, elle se substitue à l'Alliance de recherche à l'envie que vous connaissez sans doute et qui existe depuis 2010-2011. Ceci étant, donc, le Thierry Doré, qui est mon homologue pour l'agence AgriLife, participait également à l'ensemble du processus que Anne-Hélène vient de vous décrire, et les contributions que nous avons portées dans ce gros travail de toilettage du plan d'action sont le reflet de l'implication de l'ensemble des organismes qui participent à nos deux agences. Donc, si je donne un peu plus peut-être d'éléments généraux, et puis après je laisserai la parole à Daniel. Un point important que nous avons eu à cœur de couvrir, c'est de s'assurer que la programmation pour l'appel à projet générique couvre toujours l'ensemble des thématiques de recherche et reste l'outil de financement de toute la recherche Curiosity Driven. Les agences ne se substituent pas à ça et ça reste l'outil vraiment de fond pour le financement de la recherche qu'on qualifie habituellement de bottom-up, curiosity-driven, qu'on le dise comme on veut. Un autre point important, c'est que les thématiques de recherche qui sont aujourd'hui portées dans les programmes de recherche dirigés de type PEPR ne sont pas exclues de la recherche curiosity-driven. Il se peut qu'il y ait des thématiques que dans les grands domaines portés par les PEPR, il y ait des sujets à explorer qui ont toute leur place dans l'appel à projet générique. Il ne faut pas qu'il y ait de doublons. L'objectif, évidemment, n'est pas de faire financer par l'appel à projet générique des choses qui sont prévues dans les PEPR, mais ce n'est pas parce que les PEPR existent que les thématiques qu'on couvre sont exhaustives de l'ensemble des points qui peuvent être traités. Et ça, je pense, c'est aussi extrêmement important de le garder en tête. Les agences de programme, une fois encore, n'ont pas vocation à se substituer à l'ANR. On est là pour faire des propositions de programmes dirigés, sous réserve évidemment de possibilités de financement, et on n'est pas là pour se substituer aux travaux de l'ANR. Voilà, je pense qu'un peu dans les grands axes, l'objectif partagé dans les CPP est bien que l'ensemble des communautés se retrouvent dans l'ANR. C'est pour ça qu'il y a ce travail qui s'appuie sur tous les partenaires présents dans les agences et bien sûr les partenaires du CPP pour qu'il n'y ait pas de communauté qui se trouve laissée pour compte dans ce travail. Je vais m'arrêter là pour l'instant, Anne-Hélène, et puis je reprendrai la parole s'il y a des questions spécifiques. J'ai une question. Elsa, je voudrais bien souligner que cette année, en cours des préparations des plans d'action, on a eu
beaucoup d'échanges avec les comités de pilotage de la programmation et que c'est exceptionnellement, on a eu déjà 2 réunions et certains groupes de travail pour discuter toutes les modifications sur les axes qui sont, disons, où on trouve que on peut avoir plus de projets, on peut attirer plus de projets. Et j'aimerais bien que tu présentes un peu ce travail, ces réflexions et surtout l'intérêt de modifier un peu la définition et l'écriture et garder nos 2 comités qui sont pas énormes en vue des nombres de dépôts, mais très importants selon les comités de pilotage pour continuer en fait à garder ces axes et faire la publicité et expliquer plus aux chercheurs pour attirer les communautés. Pour ces axes, je parle de l'axe sciences de la durabilité et écosystème. Oui, en effet, tu as raison, Constantin. On a eu beaucoup de débats de savoir si des axes qui semblaient ne pas, comment le dire, je vais le dire de manière un peu brutale, qui semblaient ne pas intéresser parce qu'il y avait assez peu de dépôts, ça avait du sens de les garder. Donc on a tous convergé sur le fait que oui, c'était extrêmement important de les garder parce que pour certains d'entre eux, et les sciences de la durabilité le plus, comment dire, explicite, ce sont des thématiques qui nécessitent du temps pour émerger. Les sciences de la durabilité sont parfois pas comprises, il faut le dire de manière un petit peu claire, et ce qu'on en attend en termes d'interdisciplinarité, enfin, ou de transdisciplinarité, pour constituer une communauté, on s'est dit qu'il fallait continuer à porter l'effort sur cet axe des sciences de la durabilité pour justement contribuer à structurer une communauté par le biais de ces appels à projets, puisque ça permet de mettre ensemble des équipes de plein de dimensions. Donc on a pris cette décision de garder ces axes émergents et permettre aux communautés de poursuivre leur investissement pour faire émerger cette structuration dans la communauté française. Je ne sais pas si c'est là que tu voulais aller, Constantin. Oui, oui. On n'a pas pour l'instant des questions en ligne, mais n'hésitez pas à profiter et poser les questions parce que, encore une fois, c'est les comités de pilotage de la programmation qui sont pour chaque domaine. Donc, on a 7 comités de pilotage des programmations thématiques. On a eu 4 comités de pilotage inter-CPP, ce qu'on appelle inter-CPP pour les axes transverses. Et avec chaque comité de pilotage, il y avait des discussions également par rapport à grands sujets, en fait, attractivité de la recherche en France, cette voie vers l'Europe et quelle peut être évolution des instruments également qui ont donné la suite, toutes les mesures, y compris les mesures de simplification mises en place dans l'ENR et toutes les nouveautés qui sont dans les plans d'action, qui sont soulignées dans les plans d'action et dans le texte de l'appel au projet générique. Et si vous allez consulter en fait ces documents, vous allez avoir que c'est vraiment, il y avait pas mal de réflexions, il y avait pas mal de changements faits, non seulement dans les périmètres des axes thématiques, mais également dans les instruments et dans les modalités
de suivi du projet. En fait, l'idée qui est derrière, c'est vraiment d'adapter nos instruments de financement pour répondre à vos besoins, communauté de recherche. C'est ça l'idée. C'est pour ça que c'est fait de façon régulière, pour pouvoir tenir compte de l'évolution des champs de recherche. Alors. Il y a Magda qui voulait pas. Alors, Daniel, je vais te passer la parole, mais juste pour mentionner que dans les axes qui ont été beaucoup remaniés, ce sont les axes transverses. Donc là, je vous en ai cité un certain nombre où il y a eu vraiment des gros travaux de fait et beaucoup de changements. Donc ceux qui avaient peut-être appliqué il y a 1 ou 2 ans, faites vraiment attention à ces changements. Dans les axes cœur, il y a eu des changements, notamment dans l'axe alimentation et système alimentaire, mais en moindre mesure que dans les axes transverses. C'est pour cela que je le mentionne particulièrement ici. Et c'est pour ça aussi que le témoignage de Daniel Magda est extrêmement important, puisqu'elle a été présidente référence dans un de ces axes. Donc, Daniel, je passe la parole. Vous m'entendez toujours? C'est bon? Oui. Oui, alors en fait, oui, je voulais revenir sur l'axe H06 et je crois qu'il y a une question justement, quelqu'un qui nous écoute sur la différence entre le 01 et le 06. Alors, cet axe 06, on a pas mal discuté autour de son maintien ou pas, parce qu'effectivement, ça fait partie des axes pour lesquels on a eu relativement peu de projets en fait depuis quelques années. Donc, les collègues de l'ANR se sont effectivement questionnés sur est-ce que effectivement ça répond à des attentes par rapport à des recherches qui sont en cours. Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à cet axe et sur la base de mon expérience, c'est que en fait, peut-être ce qui n'est pas compris, peut-être dans cette thématique de l'H06, c'est vraiment l'enjeu en fait de recherche qu'il y a derrière. Et pourquoi c'est important de maintenir cet axe? Parce qu'il y a en fait un enjeu majeur autour de ce qu'on peut appeler la conception, la caractérisation des systèmes socio-écologiques. Et c'est peut-être là où ça va se différencier par rapport à l'axe 01, même s'il y a des liens, bien sûr. Et en fait, ça constitue toujours un vrai enjeu de recherche. Et ce qu'on attend, il nous semble, en fait, dans ce qu'on voit dans le panorama de recherche, c'est qu'effectivement, les chercheurs ont des propositions, des perspectives à défendre sur la manière de concevoir ces socio-écosystèmes. Et donc, c'est ça qu'on veut essayer de recueillir dans cet axe. Et ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il est très ouvert, en fait. Il est très ouvert parce qu'on peut avoir une posture très analytique sur ces questions-là, ou plus opérationnelle, c'est-à-dire c'est concevoir et donner une perspective socio-écosystème dans la finalité de les transformer, de les gérer, etc. Donc, on peut avoir déjà ces deux postures-là. On peut avoir des perspectives de conception différentes, puisqu'en fait, aujourd'hui, on voit bien aussi qu'il y a des cadres conceptuels qui ont énormément évolué autour de ces questions-là. Il n'y a pas que le cadre de la résilience socio-écologique. Les types d'écosystèmes qui sont concernés peuvent être très divers, puisque ça peut être des écosystèmes terrestres, marins, forestiers. Et donc, les finalités de pourquoi et comment concevoir ces socio-écosystèmes sont effectivement aussi très larges, puisqu'on peut effectivement avoir des problématiques très différentes. Donc, tout ça pour dire que, en fait, cet axe, pour nous, il n'arrive pas encore à capter beaucoup de projets, mais il reste essentiel parce qu'il y a un vrai enjeu de recherche derrière et il y a une vraie communauté de chercheurs, une vraie communauté qui travaille sur la question de conception, de modélisation de ces socio-écosystèmes. Donc, c'est important de le maintenir, mais peut-être qu'il faut qu'on communique peut-être encore mieux, encore plus, sur effectivement qu'est-ce qu'il recouvre. Et juste pour finir, on s'était demandé aussi s'il n'y avait pas une espèce de réticence de la part des chercheurs, parce que peut-être que le concept de socio-écosystème pouvait faire croire que ça impliquait un consortium, une interdisciplinarité, sciences du vivant et sciences sociales.
On peut le faire valoir, bien sûr, mais on peut tout à fait faire valoir des projets dans une perspective de développement des conceptions de socio-écosystèmes qui n'impliquent pas forcément du consortium des sciences sociales. Tout dépend, en fait, de la problématique, de la perspective qu'on veut faire valoir. Donc, peut-être aussi, on a envie de communiquer peut-être sur ce point-là qui peut avoir des effets peut-être de recul par rapport à des chercheurs qui auraient envie d'envoyer des projets. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond du coup à la question qui a été posée sur cette différence entre les deux axes. Enfin là, j'ai essayé de caractériser, de par aussi le travail qu'on a fait dans le comité 32, de caractériser plus la valence en fait de l'axe 06. Oui, je vais passer la parole à Isabelle qui voulait ajouter un point là-dessus. Oui. Rappeler que peut-être, Daniel, tout à l'heure, tu pourras adresser la question comment vous traitez l'interdisciplinarité dans le comité, dans l'évaluation, puisque c'est aussi un point important de ce comité et qui est valable pour d'autres axes transverses. Isabelle. Oui, d'un point de vue peut-être plus pratique, pour répondre de façon assez pragmatique à la question, la grande différence entre le H1 et le H6, c'est que les projets pluridisciplinaires sont éligibles au H6, alors que le H1, c'est essentiellement et uniquement les projets avec des sciences humaines et avec une valence interdisciplinaire, ce qui n'est pas le cas. Il y a une autre question pour les écosystèmes non productifs. Eh bien, c'est plutôt l'axe science, enfin terre vivante. Et donc, c'est ce qui faisait la différence au tout début. En fait, il y avait ces deux axes avec les anthroposystèmes et les systèmes peu anthropisés. J'avais proposé, après la science de la durabilité il y a quelques années, qui empiétait un petit peu sur les deux. Et aujourd'hui, effectivement, sur ces aspects où il y a beaucoup de SHS associés, il y a un peu d'interconnexion entre le H1 et le H6, avec quand même une valence et une prévalence très affirmée sur le H6, sur tout ce qui est socio-écosystème lié à la production agricole, halieutique, enfin en lien avec l'alimentation. C'était ça le départ. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a encore ça et si le CPP a gardé cette balance. Daniel, alors si ça ne répond pas à vos questions, vous nous le mentionnez dans le fil de discussion. Peut-être, Daniel, tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que le comité d'évaluation travaille, et notamment sur ces aspects interdisciplinaires, puisque ça concerne bien sûr H6, mais pas uniquement H6. Je crois que d'abord, on peut faire le constat, alors moi je parle toujours d'expérience que sur le comité 32, bien sûr, je n'ai pas de vision aussi transverse que vous, mais du point de vue de ce comité, je pense que c'est valable plus largement. De toute façon, les projets aujourd'hui sont souvent, quasiment tout le temps, pluridisciplinaires. Donc ça c'est un fait. Et donc, quelque part, la capacité à faire valoir une interdisciplinarité, c'est-à-dire à travailler entre disciplines pour produire quelque chose qu'on ne produirait pas si on n'avait pas ce dialogue entre disciplines, il est effectivement souvent très présent dans les projets et c'est quelque chose qu'on regarde effectivement très précisément. Alors, j'avais envie de dire deux choses. D'abord, il faut quelque part, je dirais, se détendre par rapport à ça. C'est-à-dire que l'interdisciplinarité, le comité va la regarder de près et voir si elle est effective et qu'est-ce qu'elle produit. Donc ça, c'est un point positif pour le projet, bien sûr, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que je crois que les porteurs de projets doivent absolument le faire valoir quand il s'agit d'un choix qu'ils argumentent dans leur projet. Donc, il ne faut pas que ce soit présenté comme juste une fin en soi ou quelque chose qu'on met en avant parce qu'on sait que ça va apporter des points, mais plutôt finalement de faire valoir un argument du choix d'une approche interdisciplinaire par rapport à l'approche du projet. Et effectivement, après, on va commencer à regarder si cette interdisciplinarité est effective
C'est-à-dire si on se donne les moyens, les dispositifs, les processus de travail pour travailler donc avec les chercheurs d'autres disciplines, et effectivement ce que ça a produit. Donc j'avais envie de dire ça parce que ça peut être, voilà, il y a toujours cette pression et ce discours un peu ambiant d'une injonction à l'interdisciplinarité. C'est important de la faire valoir, de l'expliquer, de l'argumenter dans un choix finalement par rapport à l'approche du projet. Donc, et la deuxième chose, c'est comment on l'évalue effectivement. Alors, c'est important quand même de rappeler que la composition des comités, quand on reçoit les projets en tant que président et vice-président, on travaille donc avec le collègue de l'ANR pour essayer de voir si finalement le comité tel qu'il a été pensé dans sa composition arrive à couvrir finalement le mieux possible les domaines d'expertise qui sont comment dire, impliqués dans le panel de projets. Et il arrive que dans certains cas, on implémente ce comité pour justement couvrir le plus les domaines, ou s'il y a un domaine qui est très représenté et qui n'est pas domaine d'expertise d'un des membres du comité, eh bien, on ajoute un membre du comité pour essayer de couvrir ces domaines d'expertise. Si bien que cette question d'interdisciplinarité, elle est à double volet, c'est-à-dire c'est couvrir avec le comité le plus possible donc l'équation des domaines d'expertise qui sont nécessaires pour avoir une expertise instruite dans des domaines disciplinaires. Et ce qui est important aussi, c'est que dans l'appréciation interdisciplinaire, c'est la façon dont on fonctionne collectivement. C'est-à-dire qu'il faut rappeler qu'on a des moments en plénier à l'étape 1 et à l'étape 2, et que ces moments de réunion plénière sont les moments de débat, de discussion autour des projets. Et c'est là aussi que le dialogue qui peut s'instaurer entre les différents membres alimente, avec leurs différents domaines d'expertise, alimente la question de comment évaluer et juger de cette interdisciplinarité, de son effectivité, de ce qu'elle produit. Donc, voilà, dans un premier temps, ce que je pouvais dire là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez vous-même, à l'ANR, ajouter des choses sur la façon dont vous l'avez peut-être mis dans les pensées, dans les critères d'évaluation plus générales sur l'ensemble des projets. Disons que les critères d'évaluation, donc vous savez qu'ils sont, on va dire, les mêmes pour tous les projets, sachant que bien entendu, ils sont après déclinés en fonction des objectifs de l'axe et donc du comité d'évaluation. Donc effectivement, dans des axes transverses, on va avoir des membres de comité qui sont de différents domaines disciplinaires, qui ont une habitude de l'interdisciplinarité quand c'est nécessaire, et les critères d'excellence scientifique, d'adéquation du consortium, donc des aspects de management également, vont être regardés. Vont être regardés également les aspects aussi au niveau budgétaire, si c'est en adéquation avec les objectifs et les besoins, parce qu'effectivement, un projet interdisciplinaire souvent a beaucoup plus de partenaires, par exemple. Donc, est-ce que les besoins sont en adéquation avec les besoins budgétaires, sont en adéquation avec les besoins scientifiques? Donc, ce sont des aspects qui sont effectivement déclinés par le comité en lui-même. En général, une recommandation qu'on fait aux gens qui veulent déposer à l'ANR en général, c'est que dans la mesure où le comité d'évaluation est composé de façon à ce que l'ensemble des sujets soient couverts et le mieux couverts possible, on vous conseille, si vous hésitez entre deux comités, à regarder les projets qui ont été sélectionnés les années précédentes, les éditions précédentes, et regarder également quelles étaient les compositions des comités de ces années précédentes. Et ça vous donne un peu mieux peut-être une autre vision de du périmètre des comités, enfin des axes sur lesquels vous allez déposer. C'est une autre façon de voir l'adéquation de votre projet avec un axe plutôt qu'un autre, me semble-t-il.
Cher Daniel, tu as été présidente référente du comité 32 dynamique des socio-écosystèmes. Et à ce titre, il serait intéressant pour les personnes qui nous écoutent en ligne d'avoir ton retour d'expérience et ton avis, ton éclairage sur quelques questions assez générales sur le processus de sélection qui reviennent assez régulièrement. Par exemple, notamment, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des primo-déposants qui pourraient justement éclairer des personnes qui déposent un projet ANR pour la première fois sur l'appel à projet générique? Alors, pour les primo-déposants, alors il y a quelque chose qui est évident, mais c'est de bien lire évidemment l'axe thématique. Je crois que il faut vraiment bien le lire et le relire, bien voir les mots-clés et éventuellement revenir vers ceux qui pourront vous éclairer sur effectivement quels sont les enjeux scientifiques qui sont couverts par ces actes. Donc c'est quand même important de prendre le temps de lire. Ça peut paraître évident, mais des fois on lit un peu rapidement, on regarde les mots-clés et on se lance. Et je crois que c'est important de bien choisir. Sur l'étape 1, moi je dirais que ce qu'on regarde, et là il faut que ceux qui conçoivent les projets prennent le temps, c'est le positionnement en fait. C'est-à-dire ce qu'on regarde vraiment, c'est... alors en étape 1, le document n'est pas très long, mais on saisit assez vite la qualité de la proposition par la qualité de son positionnement. C'est-à-dire, ce que j'entends par positionnement, ça peut être de démarrer déjà comment on se positionne dans un enjeu sociétal, socio-économique, comment on se positionne dans un domaine scientifique. Donc, ça veut dire que ça suppose qu'on ait fait un peu l'état de l'art de ce domaine et qu'on puisse repérer finalement quels sont les gaps de connaissances, quel est le verrouillage scientifique, le verrou scientifique auquel on a envie de s'atteler, et comment, à partir de là, on formule des objectifs qui ont un sens par rapport à la manière dont vous contribuez à éclairer une question, traiter un verrou scientifique, traiter un gap de connaissances. Donc, je crois qu'il y a dans ce qu'on regarde déjà dans l'étape 1, c'est cette qualité du positionnement. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je crois qu'il faut vraiment bien travailler, même si ce n'est pas très développé, mais on peut, nous, assez vite sentir finalement quelle est la qualité de la réflexion et comment le projet va s'attaquer à défendre et s'attaquer à un front. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est ensuite sur l'approche. C'est-à-dire, on regarde toujours à l'étape 1, finalement l'adéquation entre la façon dont on a formulé ses objectifs, on défend ce qu'on veut traiter, et finalement comment on argumente le choix de l'approche. Il y a souvent plusieurs approches possibles, mais c'est cette argumentation pour essayer de défendre la pertinence au regard de ces objectifs qui est extrêmement importante. Donc en étape 1, souvent il y a des fois des propositions qui détaillent un peu trop les aspects méthodologiques. Je dirais il faut être plus peut-être synthétique, mais par contre faire valoir vraiment l'argumentation du choix de cette approche au regard des objectifs. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est déjà deux. Et ensuite, évidemment, on disait le choix du consortium, c'est-à-dire on saisit effectivement assez vite. Alors, on sait bien qu'on fait aussi avec les collaborations qu'on a déjà. On essaie d'enrôler des gens, ça ne marche pas toujours, mais il y a quand même là aussi la qualité du consortium. Alors, c'est les domaines de compétences qui sont couverts. C'est aussi quelques éléments sur des collaborations qui sont déjà établies, qui permettent de donner quelque part un appui déjà pour démarrer. Et donc, c'est l'adéquation là aussi entre comment on va constituer le consortium pour se donner tous les moyens finalement pour pouvoir effectivement démarrer le projet et d'espérer traiter ces questions. Donc ça, je dirais, c'est quand même, en étape 1 en tout cas, les 3 éléments qu'on regarde pour se faire, pour évaluer la qualité du projet en étape 1, en tout cas, déjà.
Justement, en étape 1, le comité d'évaluation travaille sur des pré-propositions de 4 pages. Et justement, sur quelle base le comité d'évaluation juge l'excellence scientifique d'une pré-proposition? Justement, je reviens à cette question de positionnement. Je crois que l'excellence scientifique, elle est perçue dans la capacité du porteur du projet à faire valoir un discours qui se tient d'un point de vue scientifique. Donc, je reviens sur cette histoire de positionnement scientifique, c'est-à-dire on sent une maîtrise de l'état de l'art, on sent un positionnement clair aussi dans les communautés scientifiques, on sent comment le porteur arrive à capter les enjeux sur lesquels il faut travailler et qu'il arrive à les exposer, à les formuler clairement pour qu'on sente effectivement une maîtrise scientifique du sujet dans un paysage scientifique plus large, communauté, etc. Donc, je crois que l'excellence scientifique, elle est là, dans cette capacité à pouvoir maîtriser quelque chose, se positionner, faire valoir une idée, aller de l'avant aussi sur quelque chose qu'on peut faire valoir, défendre dans un champ scientifique, dans une problématique scientifique. Tous les ans, tu as pu constater au sein de ton comité d'évaluation des projets qui sont redéposés, des projets qui ont été déposés l'an dernier, qui reviennent l'année suivante dans les comités d'évaluation. Comment est-ce que tu pourrais expliquer qu'un projet qui a été redéposé, qui a été relativement bien évalué à l'étape 1, ne franchisse pas le cap de cette première étape l'année d'après? Tu veux dire qui est passé en étape 2, c'est ça? Oui, un projet qui a été évalué l'année dernière, qui redépose cette année parce qu'il n'a pas été retenu. Et cette année, il est réévalué en étape 1 et malgré ça, malgré le fait qu'il soit redéposé, ne passe pas en étape 2 cette année. Alors, oui, ça peut être source de questionnement et de frustration de la part pour les porteurs de projets. Alors, la première chose qui est évidente, c'est que les cartes sont rebattues. C'est-à-dire que du coup, le projet qui a été bien classé une année peut se retrouver effectivement moins bien classé parce qu'il se retrouve en compétition avec d'autres projets qui n'étaient pas là l'année d'avant et avec lesquels il se rentre en compétition. Et donc, il y a forcément un classement, un reclassement qui se fait. Donc ça, c'est toujours la difficulté des cartes rebattues, quoi. Après, ce qui est important pour nous, alors sur l'étape, quand il est redéposé, il y a deux possibilités. Soit le projet n'active pas l'effet mémoire, c'est-à-dire il redépose un projet et ne veut pas demander forcément explicitement aux membres du comité de revenir sur ce qui a été dit et ce qui a été évalué en étape 1 de l'année avant. Donc, on va effectivement faire le processus d'évaluation. Je dirais, même si quelque part on peut garder certains éléments en mémoire, mais on va le réévaluer comme un nouveau projet. Si le porteur de projet insiste et souhaite avoir un effet mémoire, à ce moment-là, on va tenir compte du rapport d'évaluation de l'année d'avant. Et de ce fait, on va prendre en compte dans la discussion et dans l'évaluation cet effet mémoire et ce qui aura été effectivement, le rapport d'évaluation, ce qui aura été discuté et fait sur l'évaluation l'année d'avant. Donc, dans ces cas-là, il est évidemment important qu'on sente une progression. Un certain nombre de remarques auront été émises sur le projet. Donc, il est effectivement important, si le porteur active cet effet mémoire, qu'on puisse effectivement sentir que le projet a essayé de tenir compte de ces remarques et a fait évoluer le projet l'année suivante. Donc ça, si le porteur demande l'effet mémoire, il faut qu'il puisse effectivement apporter
des évolutions, des modifications au projet dans le sens du rapport d'évaluation. On ne t'entend plus, Daniel. Ah, vous m'entendez plus? Non, c'est revenu, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur... Je suis désolée, je ne vois pas bien le chat, donc je... Oui. Sur la partie paléo. Oui. Sur la deuxième étape d'évaluation, les propositions complètes sont évaluées par des experts externes. Tous les ans, on a des projets effectivement qui ont un nombre d'expertises qui n'est pas égal. On peut avoir des projets qui ont 2 expertises, les 2 expertises requises dans le cadre du processus d'évaluation ANR, mais on a également des projets qui parfois se retrouvent avec 3 expertises externes. Comment cet aspect est traité par un comité d'évaluation? Alors, le nombre d'experts qu'on arrive à avoir, on cherche à avoir des experts, au moins 2 experts externes par projet. Ce qui se passe, c'est que cette campagne pour pouvoir mobiliser des experts externes n'est pas évidente du tout. On sait très bien que les experts, les chercheurs sont mobilisés pour plein d'évaluations, donc c'est difficile parfois de pouvoir réussir à avoir ces experts. Donc, du coup, on a une démarche qui est de lancer plusieurs, d'essayer de toucher plusieurs experts, et parfois, donc, on en a plus que 2 qui répondent. Ce qui explique donc qu'il y ait parfois plus de 2 experts qui répondent et qui fassent un rapport d'évaluation. Alors, ça pourrait être vécu comme une inéquité en fait dans le rapport d'évaluation. Alors, c'est pas le cas parce qu'en fait, d'abord les membres du comité d'évaluation de l'ANR sont souverains dans la décision. Donc, c'est eux collégialement qui font le rapport, qui font l'évaluation et qui décident in fine donc, du classement du projet. Pour autant, ces expertises sont quand même très utiles parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de toucher des experts qui sont spécialistes du domaine. Et donc, ces retours d'évaluation, au-delà d'une évaluation générale sur le projet, apportent très souvent des informations très spécifiques dans ce domaine d'expertise. Et donc, on les mobilise beaucoup sur des points particuliers, des points spécifiques aussi, dans notre processus d'évaluation. Mais voilà, il n'y a pas, moi je ne ressens pas en tout cas de question d'équité parce qu'un projet aura eu 2 experts et un autre 3 experts. Oui, je voudrais ajouter que effectivement parfois c'est juste les temps pour évaluation qui demandent pour assurer au moins 2 expertises rendues par les projets, solliciter 3 ou 4 experts et attendre jusqu'à la clôture leur évaluation. Mais parfois, c'est volontairement les membres du comité, surtout pour les projets pluridisciplinaires, ils essayent d'avoir les experts qui couvrent en fait leurs compétences, couvrent tous les aspects, toutes les thématiques présentes dans les projets. Donc c'est quelque sorte normal pour les projets pluridisciplinaires. Et un grand merci à membres du comité qui sont très réactifs et qui proposent les experts externes parce que c'est les membres du comité qui proposent les experts externes pour les projets. Et en tant que les chargés de projets scientifiques, on vérifie les conflits, on sollicite ces experts, on essaye d'avoir leur réponse avant la clôture d'évaluation des projets pour assurer
Et je trouve que c'est un grand travail en fait de mes collègues pour assurer, encore une fois, l'évaluation chaque projet au moins par 2 experts externes et en sachant qu'il y a 2, parfois 3 membres du comité qui également donnent son avis sur chaque proposition avant une discussion collégiale. Ce qu'on peut peut-être préciser aussi, Constantin, c'est que les retours des experts sont aussi discutés pendant les séances plénières. Quand il y a discussion sur un point, il n'est pas rare de partager un extrait, littéralement, du retour d'expertise, de discuter de ces retours sur un point qui peut être un peu discuté. Et donc, le retour des experts n'est pas gardé, je dirais, sous le coude de chaque membre du comité, mais il est bien aussi partagé au moment des séances plénières. Donc ça, c'est important aussi. Il y a une question par rapport aux axes. Est-ce que les approches rétrospectives paléo-environnement en sens large peuvent rentrer dans le périmètre des nouveaux axes écosystèmes, socio-écosystèmes? Ouais. Je ne sais pas si tu veux répondre, Daniel. Sinon, mon point de vue, c'est que oui, mais que ça dépend un peu de l'approche et aussi de la démarche d'analyse des socio-écosystèmes. Mais je ne sais pas si c'est aussi ton avis, Daniel, ou si tu as quelque chose à rajouter. Oui, moi je répondrais que oui. On a eu des projets tout à fait intéressants qui reprenaient, qui mettaient en lien les trajectoires passées, par exemple, avec les trajectoires futures. Et on a eu des projets qui traitaient des trajectoires passées, je dirais presque à une échelle historique. Je me souviens d'un projet qui revenait un peu sur finalement les trajectoires dans une histoire des perturbations environnementales. Et donc, on peut, ça c'est une approche qui se défend quand on travaille sur les questions des trajectoires, de faire du lien entre le rétrospectif, le prospectif, et on peut revenir effectivement à une échelle assez lointaine. On peut peut-être ajouter que c'est vrai dans beaucoup des axes, et soit des axes cœur comme terre vivante par exemple, ou même terre solide, enveloppe fluide, ou dans des axes transverses. C'est vraiment après l'objectif du projet et l'adéquation à la thématique. Dans les mots-clés, vous pouvez avoir, suivant les axes, des fois, à la fois les thématiques, les approches, les objets d'études. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder, mais de façon générale, on n'exclut pas une approche qui soit rétrospective, que ce soit des scénarios, de la modélisation, de l'expérimentation dans les axes. Les projets peuvent utiliser les approches qui sont les plus en adéquation avec les objectifs. Il y a une question en ligne par rapport au budget des projets, notamment les projets PRME. Si les budgets d'un projet est petit, est-ce que cela veut paraître trop peu d'ambitieux ou pas par rapport au projet? Bien sûr que non. Et en fait, dans nos présentations de chaque axe, vous pouvez trouver les budgets moyens des projets de chaque instrument dans chaque axe thématique, mais également la fourchette du budget de projets sélectionnés en 2025 ou 2024. Mais il y aura cette information pour d'autres. Et en fait, il y a toujours une grande diversité, en fait. Et les budgets, ce n'est pas un critère
d'évaluation ou de sélection les montants ni aux premières étapes ni aux deuxièmes étapes. C'est vraiment, ça dépend les projets, ça dépend les besoins. On ne finance pas entièrement des projets, on cofinance les projets déjà parce qu'il y a les coûts complets du projet, il y a l'aide demandée à l'ANR et on souligne ça et je trouve que vous pouvez voir que on finance les projets qui sont pas chers, on finance les projets très chers dans chaque instrument. Et c'est vraiment les choix du comité. Et je ne sais pas si, Daniel, toi, tu peux ajouter quelque chose à ces points. On ne t'attend pas. Pardon. C'est bon. C'est bon? Oui. Non, il n'y a pas de jugement, enfin, il n'y a pas de référence normative sur le montant des budgets, hein. On regarde de toute façon l'adéquation, c'est toujours pareil, on regarde l'adéquation de ce qui est proposé comme budget par rapport à ce qui est proposé dans le plan d'activité, l'organisation du travail, etc. On a des projets qui ont par exemple des budgets assez importants parce qu'ils travaillent sur plusieurs terrains à l'étranger et que du coup, il y a par exemple, ça peut être un peu amplifié par les frais de mission, des choses comme ça. Il y a des budgets plus restreints, mais qui sont tout à fait en adéquation avec les objectifs et l'organisation du travail. Donc, il n'y a pas de normes par rapport à ça. Tout est une question d'argumentation et d'adéquation par rapport aux objectifs. Ce que je peux rajouter, c'est que par contre, cette adéquation budgétaire, cela fait partie des critères d'évaluation en étape 2. Elle est extrêmement importante. Donc, et les membres de comité ont l'habitude des projets de recherche. Donc, ils peuvent détecter des sous ou des sur-demandes. Et voilà, quand on essaye de faire un budget le plus en adéquation avec les objectifs de projet, c'est ceux-là qui sont évalués positivement aussi sur ce critère particulier. Daniel, tu évoquais tout à l'heure la prise en compte par le comité d'évaluation lors des discussions de l'effet mémoire. En étape 2, on a le droit de réponse qui permet aux porteurs et aux porteuses de projets d'apporter un éclairage sur les évaluations externes reçues. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que cet aspect droit de réponse est pris en compte dans les discussions en étape 2 par le comité d'évaluation ? Alors, c'est un élément important. Je crois que l'ANR a essayé de communiquer plusieurs fois. Il y a parfois une petite ambiguïté, il me semble. Je ne sais pas si elle sera encore là l'année prochaine, mais sur cette possibilité du droit de réponse. C'est important de comprendre que ce droit de réponse par rapport au retour des experts, c'est pour lever des ambiguïtés. Répondre à d'éventuels malentendus, des choses qui relèveraient effectivement d'erreurs, etc. Et c'est parfois confondu avec une réargumentation par les porteurs de projets, c'est-à-dire que du coup, voilà, on reçoit les retours et puis on a envie de réargumenter, comme quoi, voilà, on a les possibilités de faire ceci, cela. Donc c'est pas un espace pour une réargumentation. C'est un espace pour lever les malentendus, les erreurs ponctuelles, voilà, les choses qui sont pas justes. Du coup, dès qu'en fait ça répond bien à ça, pendant les séances plénières, évidemment qu'on restitue ce droit de réponse. Mais attention, voilà, ce n'est pas un espace où le porteur de projet rejustifie ou réargumente ou redéveloppe des choses qu'il aurait omis de développer dans sa proposition. Ça, c'est important, je crois que c'est important de le redire parce que
on reçoit toujours voilà, des retours qui sont, qui sont plutôt compris comme ça. Oh, tu fais très bien de le rappeler, justement, effectivement. Est-ce que tu peux rappeler pour les personnes qui souhaitent déposer un projet cette année quelques points clés, justement, concernant le dépôt des projets, les attendus au niveau d'un comité d'évaluation? Je crois que je le disais tout à l'heure, hein, c'est tu veux dire par rapport au contenu Oui, par rapport aux documents qui sont requis dans le cadre du dépôt d'un projet en étape 1, quels sont les éléments clés à respecter, quels sont voilà, les éléments qu'attend un comité d'évaluation dans le cadre de son travail. Pour compléter, donc on l'a déjà un peu abordé tout à l'heure sur la partie excellence scientifique, hein, c'est vraiment de travailler son positionnement, préciser son positionnement, on l'a dit tout à l'heure. Travailler vraiment sur l'argumentation de l'approche au regard des objectifs. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on regarde la cohérence beaucoup du projet. C'est-à-dire, est-ce que les propositions, une fois que les objectifs sont clairement formulés, est-ce que finalement le reste, que ce soit l'approche mobilisée, le choix du consortium, les méthodes de travail et le budget, on vient d'en parler, constitue en fait une proposition qui soit argumentée, convaincante, cohérente et dont on sent la capacité à pouvoir se mettre en œuvre et produire des résultats, même si on sait que parfois, dans les projets, on n'arrive pas à atteindre tous les objectifs. Donc, il y a un élément de cohérence qui est très important. Ce qu'on n'a pas aussi... Alors, ce qu'on n'a pas peut-être insisté tout à l'heure, c'est... je crois qu'Anne-Hélène l'a dit, c'est de donner des éléments aussi sur comment le collectif se met en œuvre pour travailler. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de présenter un plan, une structuration en thématique, etc. Mais c'est aussi de donner des éléments sur la façon dont on va travailler en tant que collectif de recherche. Donc, comment on s'organise, les processus de travail, les dispositifs, les moyens d'animation, qui soient effectivement réalistes et convaincants sur la capacité, finalement, que le consortium fonctionne comme un vrai collectif de travail. Alors, parfois, c'est compliqué, hein, parce que les équipes sont à distance, voire dans des pays différents, mais il y a quand même des moyens pour essayer de faire en sorte que le dialogue se fasse et les processus de travail se mettent en œuvre. Donc ça, c'est important. Peut-être dans cette idée du collectif, pour 2 instruments de financement, il y a un point un peu particulier sur les projets de recherche collaboratifs internationaux, donc les collaborations bilatérales. Si vous en déposez, faites attention à l'équilibre entre les partenaires français et les partenaires du pays collaborateur. C'est-à-dire que quand il y a, je vais dire quelque chose de fictif, mais par exemple, les 2 tiers de l'équipe sont françaises et 1 tiers brésilienne ou allemande, ou vice-versa, on ne sent pas justement ce collectif et l'apport positif de cette collaboration pour les 2 pays. Donc ça, c'est des aspects qui sont regardés. Et peut-être que dans le même état d'esprit, Mélanie, tu veux dire quelque chose par rapport au projet collaboratif avec entreprise, où il y a également l'implication du partenaire privé qui est également cette interaction entre les partenaires publics et privés qui est regardée de façon particulière pour les gains des 2 côtés. Ouais, au sein des PRCE, c'est vraiment faut qu'il y ait vraiment une collaboration effective entre les partenaires académiques et les partenaires privés pour que ça soit vraiment considéré comme un PRCE. Si jamais vous faites appel à une entreprise juste pour de la prestation de service, par exemple,
là, il faudra plus vous diriger vers un PRC, parce que c'est un critère d'éligibilité, la cohérence entre la collaboration entre le partenaire académique et le partenaire privé. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment regardé par les comités qui ont des PRCE. Après, si vous avez vraiment des questions sur le côté partenariat public-privé, n'hésitez pas à me contacter par la suite et je vous répondrai rapidement. Donc ça, vous avez t'as raison, Marie-Hélène, Anne-Hélène, de le préciser. Ça fait partie de les PRCI de ce qu'on regarde très précisément, la collaboration effective entre les parties et dans la façon dont vous travaillez et dans les responsabilités qui sont prises. C'est-à-dire, est-ce qu'ils partagent la responsabilité de thème, la co-responsabilité, par exemple, de thèse, un certain nombre de critères comme ça qui nous permettent d'évaluer s'il y a effectivement les deux parties prenantes sont bien engagées dans le projet et travaillent ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Peut-être revenir sur dans le cadre des JCJC, parce que là, l'équipe de travail est peut-être est souvent moins importante en nombre que des PRC, par exemple. Mais sur les JCJC, ce qui est important et qu'on a parfois du mal à effectivement évaluer, c'est que ces instruments-là, ça donne l'opportunité pour de jeunes chercheurs de prendre la responsabilité sur un thème et soit de construire une petite équipe ad hoc pour travailler sur ce projet ou stimuler des collaborations, structurer des collaborations peut-être qu'il a déjà, mais qui ne sont pas réunies. Donc, c'est important. Des fois, on a du mal un petit peu à percevoir finalement en quoi le projet engage cette dynamique, cette responsabilité du porteur de projet. Donc, il faut vraiment faire attention à bien l'argumenter, bien l'expliquer. Ce n'est pas forcément un collectif très important, mais il faut donner à voir comment elle permet d'agréger quelque part à un moment donné, de cristalliser un groupe, de constituer un groupe et de lancer une dynamique qui soit effective. Elle n'a pas forcément besoin de représenter 12 membres. Souvent, il y a une espèce de confusion entre le nombre de membres du consortium qu'on engage et qui suffirait à argumenter sur la dynamique. Pour un JCJC, je pense qu'il faut être précis là-dessus. C'est comment on se donne les moyens d'animer finalement quelque part ce collectif. Daniel, tu es la mieux placée en fait pour répondre aux questions. Le fait de révéler des erreurs d'un expert permet-il de changer la note de son expertise? Les experts extérieurs, tu veux dire? Oui. Non, je crois qu'il faut. Alors, c'est un peu une ligne de crête, hein, mais à la fois, on est très attentif et on s'appuie à ce que renvoient les experts et qui apportent des informations souvent éclairantes, parce que, comme je disais, ils sont spécialistes. On cherche les spécialistes, donc ça permet d'éclairer souvent des questions très spécifiques. Pour autant, s'il y a une erreur d'appréciation d'un expert, parce que dans toute écriture, il peut y avoir des ambiguïtés, hein, ça arrive, c'est important que le porteur du projet le dise, le mentionne. On en tient compte, mais moi, je n'ai aucune... j'ai pas de cas où ça a changé complètement de réévaluation à nous. Il faut savoir que ça peut être des éléments méthodologiques, etc. Bon, ça permet de soulever des points précis, mais ça n'engage pas, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécu, que ça engageait quelque chose qui allait changer la donne sur l'évaluation.
ça participe à clarifier ce que le porteur veut dire. Voilà, ça rentre dans le processus d'évaluation, mais directement, je n'ai pas, moi, j'ai pas vécu ça. Mais sinon, moi, je voudrais dire que la réponse des porteurs a été fait exprès pour donner la possibilité de relever des erreurs des experts et que peut-être c'est la taille du comité qui joue parce que j'ai vu que dans les grands comités avec un grand nombre de projets et un grand nombre des experts externes, c'est une situation qui, je ne dis pas courant, c'est rare quand même qu'on a des erreurs d'un expert, mais par contre, ambiguïté ou malcompréhension soulignée par les porteurs du projet, ça joue évidemment, il y a une prise en compte et dans tous les cas, les notes des experts externes, comme les notes, ils ne sont pas vraiment prises en compte par les comités parce que les différences entre les experts externes et les membres du comité, que experts externes, ils voient une seule proposition et il ne peut pas comparer avec les autres. Et si c'est dans son domaine, les projets, il est plutôt bien, on a 70-80% des notes des experts qui sont au niveau A, A+, A-. Et c'est vrai que ce qui les comités prendre en compte, c'est surtout les commentaires des experts sur chaque critère d'évaluation. Et encore une fois, si le retour porteur, c'est quelque chose de très important et qui est toujours utilisé par les comités au moment d'évaluation des projets. Oui, alors peut-être pour être tout à fait clair, Constantin, on est très attentif au retour des experts et on intègre ces retours dans le processus d'évaluation. Pour autant, c'est ce que tu viens de préciser, ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est qu'on ne fait pas une espèce de moyenne des notations des experts avec les nôtres. Voilà. Ils ont le même formulaire d'évaluation, ce qui permet d'être cohérent et de faciliter l'intégration de leur évaluation. Pour autant, on ne fait pas une moyenne entre les notes du comité et les notes des experts. Pour une raison très importante, c'est qu'il y a un élément extrêmement central dans notre processus d'évaluation, c'est la discussion collégiale. Donc, ce partage, d'abord, on a suivi le projet depuis l'étape 1, et cette discussion collégiale, elle est essentielle dans le processus d'évaluation. Donc, les experts ne sont pas conviés dans ce processus collégial, ils sont interpellés directement par leur écrit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire comprendre comment on évalue, on intègre bien le retour des experts, mais nous restons souverains dans l'évaluation, dans la finalité de l'évaluation, le rapport final et le classement final, de par justement le processus d'évaluation que l'on suit et qui s'appuie beaucoup sur discussion collégiale. En tout cas, moi j'ai eu la chance dans mon comité que ça fonctionne très très bien. Je pense que dans la question, il y avait un autre aspect qui est si le porteur de projet, dans son retour, a noté qu'il y avait une erreur dans l'expertise ou qu'il y avait eu un problème potentiellement même déontologique dans l'expertise, on va en tenir compte. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le comité va regarder le retour du porteur, va regarder l'expertise. Et c'est déjà arrivé qu'on exclut une expertise parce qu'il y avait un souci avec. Et quand je dis ça, je parle aussi d'aspects de déontologie et d'éthique. C'est-à-dire que si dans le cours du processus, côté porteur, côté comité, côté expertise, on se rend compte qu'il y a un problème déontologique ou d'éthique, on a une charte à l'ANR. Et derrière cela, on a une référente pour les questions d'éthique et de déontologie. Et tous ces cas-là sont regardés
de façon très particulière, très spécifique pour adresser ces problèmes. Donc ça, par contre, on regarde, enfin voilà, si vos retours en tant que porteur, en tant qu'expert, parce que des fois ce sont les experts ou les membres de comité hein, qui voient ces problèmes d'éthique ou de déontologie, sont regardés au cas par cas et sont instruits systématiquement. Alors, heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Donc, les retours... Tu as raison de le signaler. Ce qui nous est arrivé une fois, c'est un retour d'expert qui avait une forme, on va dire, un peu agressive, et pour lequel on s'est effectivement interrogé sur le conflit d'intérêts, en fait. Voilà. Et donc, ce qui m'a amené en fait à demander à ne pas tenir compte de ce retour, parce que la forme du rapport était un petit peu une forme qui n'était pas acceptable, donc qui pouvait, là c'est moi qui suppose, qui pouvait laisser supposer peut-être un conflit d'intérêts ou un conflit. Donc nous avons écarté ce rapport-là. On n'a pas tenu compte dans l'évaluation. Mais c'est le rôle du président et de la présidente et de son vice-président ou présidente de veiller à ça. On a aussi une fonction de veiller, comme tu dis, à faire que certaines règles d'équité, l'équité, l'intégrité, des éléments comme ça qui nous paraissent problématiques, on y veille aussi pour garder le processus d'évaluation le plus équitable possible. Est-ce que vous avez d'autres questions en ligne, soit pour Daniel, soit pour Elsa, soit pour n'importe qui autour de cette table? N'hésitez pas, hein, parce que enfin, voilà, ces webinaires, ils sont faits essentiellement pour ces échanges et pour vous guider ou vous orienter afin... Voilà, l'important pour nous, c'est d'avoir des jolis projets et qu'on est capable de financer. Est-ce qu'on peut ajouter? Alors, on a eu des questions en ligne auxquelles on a répondu. J'espère qu'on a bien répondu. Si ça vous convient pas, évidemment, dites-le. Bon, par ailleurs, on reste à votre disposition après ce webinaire. Vous avez l'ensemble des personnes responsables des axes et donc vous pouvez nous consulter ainsi que l'ANR en général, puisqu'il y a une boîte générique, non, si mes souvenirs sont bons. Tu vas là. Oui, je peux vous donner les derniers conseils et vous pouvez continuer à nous poser les questions. C'est les quelques conseils qu'on veut vous rappeler. Hein. Ils ont déjà été, pour la majeure partie, déjà dit, de bien lire le texte de l'appel, notamment cette année où il y a eu pas mal de changements, mais chaque année, il peut y en avoir. Et le guide de l'appel à projet générique 2026. Bien choisir et regarder l'ensemble des axes qui sont liés à la thématique de votre projet. Vraiment, là, on a donné l'axe, on en a déjà parlé, mais l'axe HI sur les socio-écosystèmes, bien regarder aussi H1 sur la science de la durabilité, qui a plus un focus Nexus, etc., mais également A2, Terre vivante, qui est très large en termes de thématiques liées à la biodiversité, et également la biologie des organismes, parce que là aussi, il peut y avoir des petites particularités qui vous feront pencher plus pour l'un que pour l'autre. Après, la décision de dépôt dans le comité est votre choix uniquement. Ça a été mentionné par, je crois, Isabelle tout à l'heure, regardez la liste des projets sélectionnés et des membres de comité des années précédentes. Toutes les listes sont publiées sur notre site. Alors, la majorité en juillet, que l'on amende si on peut sélectionner plus de projets
au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année calendaire. Pour information, les listes des projets de collaboration bilatérale arrivent plus tard parce qu'il y a une négociation entre agences de financement. Et alors, très important, je pense, cette année, c'est de visionner, d'aller regarder la liste des webinaires, des rendez-vous de l'ANR, soit de les regarder en ligne, enfin au moment où, comme aujourd'hui, soit après. Mais il y en a notamment sur les nouveautés 2026. Et donc, là, il y a des choses importantes. Celle sur le règlement financier, vous pouvez la regarder aussi au moment de l'étape 2, où il y a vraiment la grosse partie budgétaire, parce que justement, ça permet de passer plus facilement les critères d'éligibilité. Et puis, pour l'ensemble des appels que nous opérons et des actions que nous avons, la newsletter de l'ANR peut être une source d'information. Et je répète ce qu'a dit Isabelle, vous avez eu un représentant par comité ici autour de la table. Ils sont très gentils, ils répondent, et donc n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils ont la connaissance de leur comité et de leurs axes. Et ensuite, vous avez également des contacts génériques que vous pouvez également toujours saisir à tout instant de la préparation d'aujourd'hui jusqu'au résultat de la sélection à l'été 2026. Donc, vous avez une adresse scientifique, administrative ou financière et informatique. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et normalement, on vous redirigera vers les bonnes personnes au sein de l'agence pour répondre à vos questions. S'il y a d'autres questions dans la... Je n'ai pas la liste, donc je fais confiance aux collègues. C'est super spécifique sur... Oui. C'est un projet sur l'effet de l'environnement anthropique sur les comportements cognitifs des animaux sauvages. Ça ne rentre pas dans le A2 parce qu'il y a un environnement anthropique. Ça ne rentre pas dans le A3 car ce n'est pas sur une espèce exploitée et ça n'a pas de but appliqué, donc ça ne rentre pas dans le H6 non plus. Ça ne rentre pas dans le C8 car ce n'est pas sur la cognition, ce n'est pas sur de l'humain. Quel axe est-ce qu'un tel projet pourrait intégrer? Pardon? Moi, je dirais plutôt sur A2 et une fois de plus, je renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vous conseille vraiment de regarder les projets qui ont été financés précédemment dans les différents axes. Et dans le A2, on a eu des projets financés dans ce cadre-là. Mais une fois de plus, de manière générale, c'est vraiment la bonne solution. C'est de regarder les projets financés les années précédentes dans les axes. Et n'hésitez pas à regarder sur... alors, je sais bien qu'on a dit qu'on avait modifié les textes, etc., en espérant qu'ils seront plus adaptés aux besoins et plus compréhensibles et résonneront plus par rapport au projet que vous souhaitez déposer. Mais regardez sur plusieurs années en arrière, sauf quand il y a vraiment eu des scissions, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'une année, on peut avoir beaucoup de projets, je ne sais pas, sur l'océan et l'année d'après sur le terrestre, ou beaucoup d'approches expérimentales et une autre année, beaucoup d'approches modélisation. Donc, n'hésitez pas à regarder sur 2-3 ans en arrière pour voir le panel un peu de projets qui ont été financés. On ne peut pas donner accès aux projets déposés pour des questions de confidentialité des projets, bien évidemment, mais déjà sur les projets financés, ça vous donnera des idées plus concrètes, on va dire. Mais surtout pour les axes cœur, disons, environnements qui ne sont pas très changés, qui restent stables, et qui a un grand nombre de projets. Et finalement, si on prend plusieurs éditions qui couvrent toutes les thématiques qui présentent dans les comités. Et juste pour information, parce qu'il y a des comités où il y a moins de dépôts, donc il y a moins de projets sélectionnés. Alors, c'est en partie dû à la thématique, mais ça peut être dû aussi qu'il y ait eu moins de dépôts pour un tas de raisons. Finance toujours, dans l'ensemble des comités, des projets d'excellence comparables. Donc, ce n'est pas parce que vous en financez 5 dans
l'axe H6 et 30 dans l'axe A3, que les projets qui sont financés ne sont pas du même niveau d'excellence. C'est le même niveau d'excellence qui est financé. Ou placé en liste complémentaire. Donc, voilà, on peut rester encore quelques minutes hein, si vous le souhaitez, mais sinon, un grand merci de vous être connectés aujourd'hui. Et on a vraiment hâte de lire vos propositions et de continuer à vous soutenir autant que nous le pouvons. Et encore un grand merci à Daniel et à Elsa pour leur participation aujourd'hui. Merci à vous et bon courage pour ces soumissions à venir. Merci et j'espère qu'il va y avoir des propositions sur l'H06 qui est cher à mon cœur en fait après toutes ces années. Donc j'espère qu'on aura réussi à éclairer un petit peu, à motiver les porteurs de projets. Alors, il y a une dernière question, apparemment sur Prima, donc je pense Nouria et Isabelle. Donc, on va y répondre. Vous indiquez une ouverture de l'appel Prima section 2 en janvier 2026. C'est sur le site de l'ANR. Anticipez-vous des différences par rapport à 2025? Savez-vous d'ores et déjà quand l'appel clôturera? Savez-vous si le calendrier est le même dans les autres agences de financement des autres pays partenaires Prima, par exemple la FCT au Portugal? Alors, bon, déjà, quand vous dites si on anticipe des différences par rapport à 2025, c'est à quel niveau? Je veux dire, les thématiques, c'est Prima qui les publie dans les textes de l'appel à projet. Donc, nous, on n'a pas cette information avant qu'elle le publie dans leur page web. Ensuite, la différence, mais c'était déjà le cas cette année, enfin la dernière appel à projet, c'est que ça se fait en une seule étape. C'est la principale différence par rapport aux appels précédents. Et après les calendriers, bon, ce sera à peu près, on peut vous dire, le même que les derniers appels à projet, à peu près, parce que ça continuera d'être dans une seule étape. Et donc, voilà, c'est à peu près les mêmes dates et les mêmes calendriers. Et par rapport au... Oui, en fait, la section 2, en effet, tous les pays, toutes les agences de financement qui participent suivent le même calendrier et s'engagent à aussi conventionner les projets qui auront été sélectionnés pour financement dans le même temps. Donc, c'est à peu près, pour votre information, dans les 6 mois après la publication par Prima. Donc, je ne sais pas si ça répond à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas. Oui, recontactez-nous, Gabriel. Oui, vous pouvez nous contacter à tout moment. Alors, pour les appels internationaux aussi, souvent, on fait des webinaires d'information, soit pour l'ensemble du consortium, donc avec tous les pays, soit des webinaires pour les porteurs français. Et ça, on le publie, on essaye de le publier au moment où on publie l'appel. Par exemple, aujourd'hui est sorti l'appel Biodiversa Plus, qui avait été préannoncé au mois de juin, et le webinaire d'information est le 11 septembre. Et donc là aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à venir. Et en général, pareil, hein, on remet les présentations et les enregistrements sur nos sites, enfin, sur notre site, plus sur le site en général de l'initiative Prima, Biodiversa Plus ou Belmont ou qui que ce soit. Pour Prima, si vous avez l'habitude, c'est à peu près la même date tous les ans. Ils appellent ça l'Infodé, c'est ce webinaire, ils le font en début d'année, en janvier. Donc, il aura sûrement lieu, c'est juste presque au même moment du lancement de l'appel à projet. Donc, c'est autour du mois de janvier. Et il y a les enregistrements des années précédentes sur leur page. Donc, vous pouvez consulter ça. C'est très instructif, c'est très bien fait.
Et regardez, pareil, l'appel de l'année dernière, hein, il ne se passera pas grand-chose, en tout cas, sur les modalités de dépôt des projets et le calendrier une fois que la date est finalisée. Et pareil, on essaye toujours d'avoir une préannonce quelques mois avant le lancement pour vous donner la date du lancement. Puisque souvent, c'est très rapproché, le lancement et le webinaire. Il reste autre chose. Eh bien, une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Et merci pour votre participation. Peut-être une toute dernière communication. Merci Mélanie. La plateforme des soumissions est ouverte à partir de cet après-midi pour le dépôt des projets. Donc, bienvenue.